Hello, hello! Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je vous propose un épisode d'AD, donc dans l'agenda 2. Dans ce type d'épisode, généralement je réalise une interview d'un ou d'une invitée que je trouve d'une façon ou d'une autre inspirant ou inspirante. On plonge dans un premier temps sur leur parcours, on parle de leur réussite, leur état d'esprit, leurs échecs parfois, puis on termine l'épisode en échangeant ensemble sur leur rapport à la gestion du temps et à leur organisation au quotidien. La mission des épisodes d'AD, c'est vraiment de vous laisser une touche d'inspiration, de motivation et peut-être provoquer chez vous un déclic à travers leur parcours de vie et aussi de réaliser que finalement, l'organisation, c'est vraiment quelque chose de sur mesure parce qu'en fonction des invités que je reçois, on n'a pas forcément les mêmes réponses et je trouve ça hyper enrichissant. Et pour ce nouvel épisode, j'accueille aujourd'hui Sephora Namani qui est coach et préparatrice mentale business, donc pour les entrepreneurs, dans sa société en fait qui s'appelle Luxe Impulsion. C'est une activité qu'elle débute car elle est en pleine transition, vous allez voir dans quel domaine d'activité elle était avant, mais j'ai voulu l'inviter car déjà c'est une femme que j'ai rencontrée à travers une formation en ligne où on devait faire des binômes et aujourd'hui je travaille avec elle, donc c'est quelqu'un que je fréquente au quotidien. Elle a un parcours très inspirant car elle a essayé plein de choses avant sa profession, enfin essayer. Elle s'est investie dans plusieurs activités, ça a souvent marché parce que justement, Sephora, c'est quelqu'un qui se donne vraiment à fond pour réaliser ses rêves. En plus, Sephora, c'est un peu le genre de personne qui me tire toujours vers le haut. Après un échange avec elle, je me sens toujours reboostée et elle est toujours très très positive et j'avais envie de vous la présenter et de décortiquer finalement son état d'esprit et son rapport à la gestion du temps pour vous présenter un peu son profil et peut-être vous donner quelques pistes pour vous améliorer aussi au quotidien. Et puis, la petite nouveauté des épisodes de podcast d'AD, c'est que toujours pour plus de valeur et que pour qu'à la fin de cet épisode, vous repartiez avec des pistes très concrètes, je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode avec 3 clés, 3 principes, 3 conseils, 3 leçons. Je ne sais pas comment encore appeler cette partie-là, mais 3 choses concrètes en fait que vous pouvez retenir de cet échange que je peux avoir avec mes invités. Donc rendez-vous à la fin de l'épisode pour ce moment de synthèse et je vous souhaite tout simplement une bonne écoute. À tout de suite. Bonjour Sephora. Hello Marielle. Je suis vraiment, mais je le dis tout le temps pour tous mes invités, mais toi c'est un peu particulier puisque aujourd'hui je te fréquente quand même assez régulièrement, tu vois, et j'avais hâte de pouvoir t'interviewer vraiment. Donc, bienvenue sur Et si on avançait. Écoute, je suis honorée, moi aussi, je suis trop contente d'être là parce que j'imagine que tu vas en parler, mais au-delà de la collaboration qu'on a ensemble, c'est un vrai plaisir à chaque fois, avant cela même, d'échanger avec toi, de parler business, etc. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler effectivement avec toi. Ouais, non, c'est top. Et du coup, je sais que tu es très connue dans ton milieu. Enfin, c'est un truc de fou parce que des fois, on est très dans notre petit monde d'Instagram. Et c'est vrai que je ne te connaissais pas. Et quand j'ai appris à te connaître, mais je me suis dit, mais cette fille, elle fait tellement de choses. Et elle a une histoire tellement inspirante. Donc, j'ai hâte de partager tout ça à ma communauté. Et j'ai un premier challenge à te lancer. Et c'est une question qu'on m'a posée cette semaine et j'ai eu du mal à y répondre. C'est vrai que quand on se présente, tu sais, on a tendance à présenter ce qu'on fait. Et le challenge que je te lance là, c'est d'essayer de te présenter à la communauté sans parler de ce que tu fais aujourd'hui comme métier. Ok, ça marche. Écoute, je vais essayer de relever ce challenge. Alors, spontanément, ce qui me vient, tu vois, j'aurais tendance à me présenter comme étant corse. Je suis née là-bas et je tiens énormément à mon île. Comme quelqu'un qui est vraiment épris de liberté. Je m'aperçois, c'est vraiment mon driver numéro un dans tous les choix que j'ai pu faire dans ma vie et ce qui m'anime. Une passionnée. Toutes les aventures professionnelles ou autres dans lesquelles j'ai pu me lancer, c'était vraiment le plaisir de se sentir vivant, en fait, d'être passionné. Et puis, je te dirais que j'aime les gens. C'est une très belle présentation. Tu vois, je pense que c'est une question que je vais reprendre parce qu'on a des trucs vraiment sympas qui ressortent et je trouve que ça permet d'apprendre à te connaître au-delà de ton étiquette de coach, etc. Mais je vais quand même te laisser présenter cette partie de toi. Alors vas-y, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je suis coach et préparateur mental pour les entrepreneurs. Donc ça, c'est un deuxième business. Et puis, depuis 4 ans maintenant, j'ai aussi un business dans l'industrie du marketing relationnel, du MLM, qui tourne bien, qui est actif. Et donc voilà, l'idée, c'est tout simplement que le deuxième soit tout aussi solide et puissant que le premier. Très bien. Bah, justement, on va commencer à parler de ton parcours parce que tu n'es pas arrivé dans le MLM. Voilà, c'était pas quelque chose que tu avais planifié. Raconte-nous un peu ton parcours parce que figure-toi que j'avais prévu de commencer par le journalisme parce que oui, si Sephora s'exprime aussi bien, enfin, je sais pas si vous. Non, mais franchement, je suis admirative. Moi, j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus, mais tu t'exprimes tellement bien. Donc, tu as commencé par des études en journalisme, mais en traînant sur ta story ce matin, j'ai remarqué que j'avais sauté une étape quand même, que tu étais aussi hôtesse de l'air. Non, mais combien de vies tu as eu, Sephora? Bon, bref, je te laisse nous raconter tout ça. Ok, ça marche. En fait, si tu veux, l'élément déclencheur, je pense que c'est lorsque j'ai eu 16 ans, j'ai perdu ma grand-mère. C'était la première fois que j'étais confrontée à la mort. Et ça m'a vraiment fait un déclic, une espèce de choc, tu sais, qui crée une forme d'avant-après dans la vie. Et j'ai vraiment eu cette boulimie, cette frénésie de me dire, je dois vivre chaque jour avec le sentiment que s'il venait à s'arrêter à la fin de la journée, bah, j'aurais vécu, j'aurais pas plus pu vivre en fait que ce que j'ai fait. Donc en fait, ça a vraiment créé cette forme de voilà d'énergie intense qui s'est un peu modérée quand même avec le temps. Et du coup, à 20 ans, pour te la faire extrêmement courte, j'étais partie pour devenir avocate. Je réalise que ça me correspond pas en études de droit et je me dis ok, j'ai besoin d'action, j'ai besoin d'être sur le terrain. Je voulais j'ai l'opportunité, j'étais réserviste, d'intégrer, en fait, je passe les concours et tout, d'intégrer l'escadron qui convoie le gouvernement, le président de la République dans des beaux avions, etc. On me propose de faire le tour du monde. T'imagines bien que j'allais pas refuser cette opportunité, tout en sachant que ça ne serait qu'un tremplin, tu vois, dans ma vie. Et dans l'avion, j'avais Valérie Nataf, qui était à l'époque grand reporter pour TF1, super sympa, hyper accessible, avec qui on discute beaucoup et qui me donne justement cette passion pour l'info. Et c'était une autre façon d'être en contact avec les gens. Donc avant, c'était par le voyage et là, c'était au travers de l'information, communiquer, contribuer à un monde plus éclairé. Et donc, ça m'a passionnée, journaliste télé, dans différentes télé régionales, d'abord en région parisienne et puis à Tours, là où j'habite maintenant. Culture politique, j'ai fait les deux, c'était trop cool. Mais c'est des métiers passion qui ne payent absolument pas. Donc, en fait, il y a 4 ans, j'ai besoin d'un side business, à la base vraiment pour des raisons économiques. Et puis, voilà, je découvre un post, comme certainement beaucoup qui nous écoutent. On dit en voir passer sur les réseaux sociaux, qui dit, OK, tu veux ci, tu veux ça, clique là. Je connaissais pas cette industrie, je savais pas ce que c'était. Je découvre ça. La personne en fait qui me contacte, je dis souvent c'était une Suisse et elle était professeure, comment dire, des écoles et je me dis elle peut quand même pas me mentir, elle, ça peut pas être une arnaqueuse et ça m'a mis en confiance et du coup voilà je me lance et puis enfin si tu veux en gros vraiment je donne tout et puis ça explose vite donc voilà je décide vraiment de me consacrer au bout d'un an pleinement à ce business là. Bon, tu nous as fait un gros raccourci, mais t'inquiète, je vais te poser encore des questions pour creuser. Parce que là, tu nous parles de ça a l'air tellement fluide, voilà. Et moi, je sais que j'ai envie de creuser et d'en savoir plus aussi sur l'aspect état d'esprit, parce que finalement, tu as renoncé à un rêve. Et je sais que c'est pas évident. Le journalisme, ça te passionnait, tu vois, c'était une carrière, tu t'imaginais, quand on a échangé ensemble, tu m'as dit que tu faisais des plans de carrière sur du long terme. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a permis, enfin, comment s'est passé ce deuil? Parce que certaines personnes se sont peut-être lancées dans des carrières justement où ça ne paye pas. Il y a beaucoup de métiers passion comme ça où malheureusement, bah, on a des difficultés financières et ça arrive à tellement de personnes. Donc voilà, j'aimerais bien que tu reviennes sur cette partie-là. À quel moment tu t'es dit, bah, le journalisme, je vais mettre ça de côté et dans quel état d'esprit tu étais finalement? Depuis toute petite, j'ai toujours voulu voilà, vivre une vie exceptionnelle. Et pour vivre une vie exceptionnelle telle que je l'entendais, j'avais besoin d'argent pour financer mes projets. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, je me prends de passion pour le journalisme. C'était vraiment super. Et moi, tout de suite, de manière très pragmatique, tu vois, pratico-pratique, je fais mon plan de carrière.
en télé-régional. Donc, je t'ai dit, je commence par la culture. Je me dis, OK, je gagne tant, je dois faire tant d'années pour pouvoir, en gros, obtenir un poste plus important. Ensuite, j'obtiens en fait la présentation télé d'un JT en télé-régional centre. Je me dis, OK, si j'y consacre tant d'années, après, je pourrais passer à France 3, Orléans. De France 3 Orléans, je me dis qu'après, je pourrais passer à BFM. Enfin, tu vois, tout était un. J'avais fait mon truc. Et enfin, peut-être, je pourrais passer sur M6 ou sur TF1. Et en présentation, c'est parce que c'est ça qui me motivait le plus. Sauf que je voyais que, en gros, pour gagner, 5 000 euros, il me faudrait une quinzaine d'années. Alors, à l'époque, quand je me suis lancée là-dedans, en fait, c'était OK si tu veux, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en rentrant, si tu veux, dans l'entrepreneuriat et dans l'industrie du marketing relationnel, en fait, 5 000 euros, c'était un petit peu plus, même c'était ce que je gagnais déjà au bout d'un an, avec des perspectives beaucoup plus importantes. Et du coup, là, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que tu veux finalement? Est-ce que tu veux continuer à dérouler ce plan de match journalistique avec l'espoir peut-être un jour, et tout dépend de la bonne volonté de la hiérarchie que j'aurais eu dessus, des rédac chefs et tout, d'accéder à ce rêve-là et enfin de pouvoir vivre en fonction des standards que je trouvais OK pour moi? Ou est-ce que tu renonces à ça? Et comme tu le dis, j'ai vraiment dû faire une vraie forme de deuil, tu vois, pour pouvoir expérimenter, exploiter à fond ce qu'avait à m'offrir en gros ce business-là. Mais effectivement, ça a été difficile et je l'ai vraiment vécu, tu vois, comme un deuil qui a été traversé par une vraie phase de tristesse, une vraie phase d'acceptation avant de pleinement pouvoir repartir et me relancer. D'accord. Et d'ailleurs, tu sais, le MLM, comme tu l'as très bien expliqué, je pense que beaucoup de personnes ont été contactées par des projets d'envergure internationale. On connaît tous ce message. Et c'est vrai que ce milieu souffre d'une mauvaise image. Et quand je t'ai rencontré, j'avoue que tu as contribué à me faire changer de perspective, même si dans mon entourage, j'ai aussi des personnes qui font du MLM. Et je sais que c'est beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer et croire. Bien sûr, ça ne correspond pas à tout le monde, mais quand je vois ce que ça t'a apporté, j'ai envie de permettre dans cet épisode aux personnes qui ont peut-être cette mauvaise image de peut-être changer de perspective. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, le MLM, que ce soit humainement? Voilà, j'aimerais bien que tu nous parles de cette expérience. Tu vois pourquoi tu t'es autant investi là-dedans alors qu'au début, ça ne te parlait pas plus que ça. Et comment tu pourrais redorer, vite fait, l'image du MLM? C'est peut-être un gros challenge que je te demande, tu vois, mais pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent. OK. Effectivement, c'est un vrai challenge et moi-même, hein, j'ai été confrontée justement, à tous ces préjugés négatifs, ces a priori et tout, ces jugements même de mon entourage. J'étais une vendeuse de poudre et cetera parce que je suis franchisée dans une marque de compléments, alimentaires qui est, la marque Juice Plus. Donc c'est pour ça que là, je vais vraiment te répondre en ne te parlant que de l'état d'esprit qu'il y a au sein, de mon équipe ou qu'avait ma marraine et qu'au sein de cette société parce que les pratiques, si tu veux, diffèrent. C'est comme d'un coach à l'autre, d'une société à l'autre, c'est différent, d'une équipe à l'autre, c'est différent. Je suis navrée pour les gens qui auraient eu des mauvaises expériences, mais voilà, ça n'a de valeur que dans le contexte dans lequel, en tout cas, moi, je pratique et je connais le MLM. Si tu veux, en fait, sur le plan humain, enfin, il n'y a pas meilleure école dans l'entrepreneuriat. Tu vois, moi qui maintenant ai une casquette d'entrepreneur plus classique, on va dire, digital, je m'aperçois à quel point le MLM te permet de développer des compétences et des facilités justement pour développer un business plus classique. Et en termes vraiment de développement personnel, c'est vraiment on va dire ce qu'on te sert, tu vois, au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter, au dîner, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est dev perso plus, 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 plus. Ça permet avant tout de mieux se connaître. Ça permet de monter en compétence. Ça permet vraiment d'augmenter sa vision. Et ça permet vraiment, si tu veux, de travailler sur soi pour opérer une transfo intérieure qui, d'ailleurs, derrière, permet d'obtenir une transfo extérieure en termes de liberté financière, etc., mais qui est vraiment importante. Et je dis souvent, en 4 ans de MLM, j'ai pris 10 ans dans ma vie. Et pour autant, avant, j'avais, enchaîné les expériences professionnelles hyper intéressantes. Mais en 4 ans de MLM, j'ai vraiment pris 10 ans d'expérience
expérience de vie, parce qu'en plus, on travaille en équipe, on doit gérer de l'humain, c'est bien souvent subtil et compliqué. Ça permet bien souvent d'apprendre à ranger son ego dans sa poche et de mieux se connaître soi et de, comment dire, et d'avoir une approche de l'autre et de l'humain intelligente et respectueuse pour essayer d'optimiser un peu tout ça. Donc, je ne saurais que trop le recommander comme étant un véritable tremplin ou une véritable école de l'entrepreneuriat. Bien sûr, après qu'on parte vers autre chose, je trouve ça tout à fait OK, mais c'est une vraie plus-value dans un parcours. Ouais, bah, merci pour ce partage et aujourd'hui, donc tu nous as dit que tu étais préparatrice mentale, enfin et que du coup, tu t'orientes aujourd'hui sur le coaching des entrepreneurs. Tu fais un travail formidable à travers ton podcast que je recommande, le podcast, Libère ton leadership et j'aimerais que tu nous parles de ce changement du coup. Heu, Qu'est-ce qui te fait aujourd'hui te lancer, sur cette voie? Qu'est-ce qui a provoqué chez toi ce déclic? Tout simplement, si tu veux, parce que, en gros, l'impact et l'importance de l'état d'esprit sur, la vie que l'on réussissait à se créer, c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée finalement assez petite. J'avais des difficultés, c'était pas toujours évident et en fait, je comprenais que voir les choses de la façon la plus positive possible me permettait, de garder confiance et de me projeter dans un avenir du coup que j'imaginais, ci, ça, autre, enfin, tu vois, hyper motivant et donc, en fait, c'était assez instinctif et j'ai grandi comme ça. Et dans le MLM et au cours de ce parcours, ça m'a vraiment rattrapée parce que je mesurais dans cette industrie combien, et dans le business en général, combien la différence d'un état d'esprit à l'autre vraiment provoquait une différence concrète entre les résultats obtenus par un entrepreneur et l'autre. Et si tu veux, je me suis dit, mais c'est ouf. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à piloter ton état d'esprit, ton mental et que tu le subis, tu deviens prisonnier, tu en deviens la victime. Et moi, pour qui la liberté, c'est une valeur première, je me suis dit, je ne pourrais pas être la victime de mon propre mental. Impossible. Donc, il faut que j'arrive à comprendre comment fonctionne l'esprit humain, parce que je comprenais qu'en pilotant notre mental, réellement, on arrivait à se créer une vie sur mesure. Et pourquoi les entrepreneurs et pourquoi j'ai voulu élargir justement ma cible aux entrepreneurs, c'est parce que j'ai un profond respect justement pour tous les gens qui cassent les codes, qui sont audacieux, qui se mettent au service d'un message, parce que finalement, le pourquoi de notre business et puis l'objet de notre business, c'est forcément, souvent en tout cas, quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, voilà, c'est ma façon de soutenir cette cible qui est audacieuse, qui se lance et puis qui, à sa façon, contribue finalement à un monde plus harmonieux et à un monde dans lequel les gens sont plus épanouis. C'est tellement beau ce que tu nous racontes là et pour être entrepreneur moi-même, j'ai tout de suite compris que l'état d'esprit, effectivement, c'était tu sais, en fait, on commence je suis quelqu'un de très scolaire et c'est vrai que j'étais très dans les stratégies. Tu sais, tu appliques des stratégies, tu fais des formations et tu te dis qu'avec les stratégies, ça va suffire. Sauf que comme tu l'expliques, j'ai été moi-même confrontée à cette réalité que même on peut avoir toutes les belles stratégies, des plans d'action bien détaillé, si notre mental nous joue des tours, les résultats ne sont pas au rendez-vous et ça, je l'ai réalisé bien, au milieu de ce parcours entrepreneurial. C'était pas quelque chose d'évident au début et je trouve que donc tu as une très belle mission et on va commencer à parler justement de ton rapport à la gestion du temps parce que je sais que tu t'es beaucoup formé. Alors n'hésite pas aussi à nous donner des conseils. Tu t'es beaucoup formé aux neurosciences. Tu franchement c'est vraiment pas parce que c'est mon ami aujourd'hui, mais je vous recommande vraiment son podcast Libère ton leadership parce que tes épisodes sont vraiment très riches en informations, mais aussi en explications pour simplifier les choses et qu'on puisse comprendre ce qui se passe finalement. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, on va parler aujourd'hui de ton rapport à l'organisation, à la gestion du temps. Tu as fait tellement de choses. Encore aujourd'hui, tu as plein de casquettes. Tu vois, on n'a même pas parlé de. Tu nous as parlé de tes deux activités, mais au-delà de ça, voilà, tu as des projets perso. Et moi, je suis curieuse de savoir comment tu gères tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas si on a parlé de tes résultats en MLM, mais finalement, oui, tu es, à la tête d'un business à 6 chiffres, tu as touché les 6 chiffres. Donc, finalement, on peut dire que tu es un exemple d'efficacité. Et donc, ce sera intéressant de voir comment tu t'organises. Donc, ma question, c'est quel est ton rapport à l'organisation? Si l'organisation était une personne, par exemple, est-ce que c'est plutôt quelqu'un que tu as rencontré depuis ta plus tendre enfance? Voilà, c'est ta meilleure amie, tu sais très bien que c'est indispensable, ou c'est quelque chose que tu as commencé à te dire que c'était
que ça devenait essentiel parce que tu commençais à être débordée, etc. Quelle est ta relation avec l'organisation? Dis-nous tout. Déjà, merci pour ce que tu as dit. Franchement, ça me touche beaucoup. Et je sais que des fois, quand je te pose des questions, tu me dis, oh non, mais ça, c'est pas pour moi, ou là, je suis pas la cible et tout. Donc, je sais que tu es honnête. Donc, franchement, ça me touche. Je te jure, merci beaucoup. Alors, l'organisation, je te dirais que comment je te dirais ça? Tu sais, c'est trop drôle. Parce que dans mon équipe, en gros, comment dire, les gens avec lesquels je fonctionne le plus, qu'on appelle mes leaders, en fait, elles te diraient que je suis absolument pas organisée. Parce que, en fait, si tu t'en tiens à une organisation, tu vois, sous forme vraiment de tableau, ou une organisation, tu sais, sous forme de, ouais, je sais pas, de matrice, de to-do list avec des horaires et tout, en fait, pour elles, je suis la reine de la désorganisation. Et une fois, j'en discutais avec l'une d'entre elles, je disais, mais attends, mais c'est juste que dans ma tête, je suis hyper organisée. Et que comme, en fait, tout est très, très clair, j'ai une vision très claire dans ma tête mentale, si tu veux, comme j'ai une organisation intérieure de ce qui est important pour moi, de ce qui est prioritaire pour moi, bah finalement, j'ai pas tellement besoin d'avoir une organisation plus aboutie, de manière tangible et concrète et tout, tu vois, avec des tableaux. Donc, je te dirais que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, en fait, est important, mais qui ne revêt pas forcément une forme hyper détaillée. Après, en gros, si tu veux, c'est que, tu sais, je te le disais tout à l'heure, moi, pour faire les choses, j'ai besoin d'être passionnée par ce que je fais. C'est-à-dire que je ne fais que des choses avec lesquelles je suis pleinement alignée en termes de valeurs. Et dès que tu fais des choses, en fait, qui pour toi font partie des choses les plus importantes, ça devient vraiment tes priorités. Et à partir de là, j'ai pas de difficulté, si tu veux, à prioriser ce que je dois faire et à dire non, en fait, à ce qui viendrait parasiter ou à ce qui serait secondaire par rapport à ça. Donc, bah, finalement, je consacre la majorité de mon temps à mener à bien ces projets et c'est pour ça que ça fonctionne. Mais bon, on pourrait quand même optimiser mon organisation. Bon, après, tu as fait appel à moi aussi. Je Bien trouve sûr. on se complète très très bien et je pourrais faire un parallèle puisque dernièrement, j'ai sorti un épisode sur le test DISC, en fait, sur les profils. Et c'est vrai que toi, il me semble, bon, on collabore ensemble, je pense que j'ai compris le truc, tu vois, il me semble que tu as un profil dominant. Et finalement, ça semble pas déconnant. Ton mode de fonctionnement, le fait que tu exprimes que tu n'aies pas forcément besoin de détailler ton organisation, mais tant que tout est clair dans ta tête, ça ne t'empêche pas d'agir. Ben, je trouve que ça correspond pas mal à ce profil-là. Et je sais que tu as une expertise aussi dans ce domaine. Donc, est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Est-ce que tu penses que c'est aussi ce côté profil rouge qui fait que, ben, en fait, ça fonctionne pour toi comme ça? Alors attends, parce que là du coup tu me fais culpabiliser dans le sens où je pensais que tu me demandais, tu sais, en gros mon rapport à l'organisation, pas forcément dans mon business, mais vraiment dans le travail que j'étais censée produire uniquement moi. Parce que là je t'ai Ah. répondu dans uniquement moi, mais clairement, les amis, soyons très honnêtes que mon business ne pourrait plus fonctionner sans Marielle, tu vois. Parce que, mais non, mais soyons honnêtes, parce que franchement, heureusement justement que tu es là, tu vois, pour avoir cette organisation, bah, pour le coup, concrète et tangible, parce qu'il faut quand même être honnête sur le fait que, justement, c'est ce que tu dis dans le profil un peu visionnaire, ok, j'ai des grandes idées, toujours animé de passion, etc., mais ça tient pas toujours forcément dans le temps. Et du coup, Marielle me dit attention, attention, attention. Et bien souvent, elle a raison, ça ne passe pas. Et heureusement qu'elle est là pour recadrer les choses et qui leur permettent justement de se concrétiser. Donc, forcément que ce mariage en fait de nos compétences, il est indispensable pour optimiser son business. Je te répondais juste dans ma façon de gérer mon job à moi, on est d'accord? Non, tu as très bien répondu à ma question puisque je te demandais ta relation, toi, à Ok. l'organisation. Mais justement, j'ai fait le parallèle parce que je me dis que les personnes qui ont ce profil rouge, bah, ils sont tellement dans l'action, comme tu disais, en fait, une fois qu'ils ont compris l'intérêt d'une action, tu vois, je sais que tu n'es pas quelqu'un, par exemple, qui va procrastiner. Si ça te tient à cœur, tu fonces, en fait. D'ailleurs, je suis impressionnée par la charge de travail que tu es capable d'abattre, parce que tu as une vision énorme et juste parce que ça te passionne, tu vois. Et je pense que tu peux peut-être être confronté, aller à des soucis bah, tu peux te laisser déborder, etc., mais que tu n'auras pas ce problème de passage à l'action une fois que tes valeurs sont respectées. Est-ce que je me trompe? Ouais, carrément. Après, bien sûr, attends, je suis pas non plus superwoman, Ah j'aimerais. bon? Non, ah là, c'est le gros. Ah non, mais franchement, Aïe, aïe, aïe. ah là, franchement, je suis choquée. Non, je rigole.
Mythe, c'est faux. Non, bien sûr que moi aussi, tu vois, des fois, quand l'enjeu, je polarise à fond dessus et que j'ai peur de l'échec, ça arrive à tout le monde, il peut y avoir une forme de procrastination, mais que j'arrive à réguler. Mais heureusement, bien sûr, ça m'arrive encore. Et je vais te poser une question parce que j'ai une vision particulière, moi, de l'organisation, parce que pour moi, les systèmes, c'est pas forcément justement tous ces tableaux. Pour moi, c'est un ensemble d'habitudes, tu vois. Ça va au-delà d'utiliser Notion, ClickUp ou d'avoir Google Agenda. Ce sont des habitudes finalement sur lesquelles tu t'appuies pour être quelqu'un qui agit au quotidien, qui passe à l'action, qui reste focus, etc. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de tes habitudes. Est-ce que tu as des routines ou alors, si ce ne sont pas des routines, au moins des habitudes mensuelles ou voilà, comment tu fonctionnes au niveau de tes habitudes? Quelles sont tes habitudes organisationnelles? Tu vois, j'ai retourné la question de plusieurs façons comme ça, tu choisis celle qui est la plus claire pour toi. Ok, ça marche. Alors, en gros, si tu veux, comme je me connais, je sais que j'ai besoin d'énergie. Donc, même si j'ai vraiment pas envie d'y aller, et d'ailleurs, je respecte à fond parce que je sais que tu as clôturé ton challenge, tu vois, 75 hard et tout, tu as fait du Que sport. en plus, je l'ai connu via toi, ce challenge, puisque tu avais fait un post, tu l'avais commencé, mais en plus, le vrai, moi, j'ai pas fait le vrai. Je l'ai remis à ma sauce pour que ce soit plus accessible parce que sinon, j'allais pas tenir. Non, mais c'était quand même énorme. Moi, j'ai voulu le commencer avant l'été. Et puis, oh, finalement, tu sais, les vacances m'ont rattrapé par moment. Donc, vraiment, bravo à toi. Un gros big up. Mais Merci. j'ai conscience que si tu veux faire du sport, en fait, ça me permet d'avoir plus d'énergie et d'avoir un niveau d'activation plus important. Donc, ça, je te dirais que régulièrement, je sais qu'il faut que j'en fasse. Tu vois, ça doit rentrer. Je te dirais pas quotidiennement, ce serait du mytho. Mais en tout cas, plusieurs fois par semaine, ça, c'est vraiment important. Et je te dirais aussi que, en fait, si tu veux, ça va plus être des habitudes réflexes. C'est-à-dire que j'ai conscience que l'idée, c'est que lorsque je passe à l'action, il faut que je sois le plus productif possible. Et j'ai conscience que pour rendre productives mes actions, il faut que l'énergie, l'émotion à partir desquelles je les produise soit la plus performante possible. Donc en fait, si tu veux, ma vigilance, c'est de toujours me demander quand je passe à l'action, est-ce que je suis dans un état de performance? Et lorsque ça n'est plus le cas, là par contre, si tu veux, j'ai tout de suite une routine que je mets en application qui pour le coup est vraiment de la préparation mentale, qui va aussi bien jouer soit sur le levier de l'énergie si c'est de ça dont j'ai besoin, ou sur le levier des émotions, ou le levier de la motivation, ou de la confiance, qui me permet, si tu veux, de retrouver cet état à partir duquel je dois travailler pour vraiment maximiser l'efficacité de mon travail. Donc, en fait, ma routine, ça va être plus une routine de prépa mentale, finalement, tu vois, quand j'en ai besoin. D'accord. Et là, c'est un peu, là, c'est vraiment du conseil, ça va au-delà de ton interview à toi. Mais comment on peut, par exemple, savoir si on est dans la bonne énergie avant de passer à l'action? Si on devait faire un petit audit, un petit check-up avant de passer à l'action, sur quel indicateur on pourrait s'appuyer pour savoir si on est bien en termes de performance? Alors, en fait, ça, si tu veux, ça devient de plus en plus fluide et facile, mieux on va se connaître. Donc, au début, ça va peut-être nous paraître un petit peu compliqué à sentir et à cerner, mais mieux on va se connaître et plus on va être vigilant justement à notre état émotionnel ou notre état énergétique, et plus justement, on va réussir à mesurer ça. L'idée, c'est de comprendre qu'au niveau de ton niveau d'activation, soit tes activations optimales, c'est-à-dire que pense par exemple à l'une de tes dernières réussites business. Et quand je dis réussite, c'est pas forcément un lancement réussi, mais ça peut être un call que tu as fait, un coaching que tu as fait, un live que tu as fait dans lequel tu t'es senti bien et dans lequel tu t'es senti performant. Donc, c'est hyper propre à chacun. Et en fait, ça, si tu veux, ça va être ton critère de base. Ça, on va partir du principe que c'est ton niveau d'activation optimal. Et par rapport à ça, il y a des fois où tu vas le sentir. Tu vas être hyper stressé. Là, tu vas être en hyper stress. Donc, le but, ça va être de repasser, tu vois, dans un état plus de détente, où tu te libères de ton stress, où tu as juste l'envie d'agir, mais sereinement. Et des fois, tu es dans un état d'hypostress où là, tu as la flemme, en gros, et tu n'as qu'une envie, c'est ne pas travailler. Et là, justement, l'idée, ça va être de te réactiver, remettre de l'énergie
pour repasser dans cet état que tu associes à une de tes dernières performances business. Ça, c'est pour l'énergie. Et si tu veux, au niveau des émotions, c'est la même chose par rapport à ta confiance. Si on reprend toujours ce moment qui te sert d'exemple, tu étais, si tu veux, émotionnellement dans un état de confiance, d'assurance, de plaisir, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est de le calibrer et de te dire, OK, et au moment où tu repasses à l'action, est-ce que je suis dans le même état émotionnel? Sinon, OK, c'est que j'ai peur. Donc, en fait, tout simplement te reconnecter à cet état de confiance. Si c'est le cas, c'est super. Et voilà pour l'état émotionnel. D'accord, donc en gros 2 facteurs, l'énergie et les émotions et bah, merci pour ces tips du coup parce que je savais que ça allait être, beaucoup plus que de parler de ton organisation parce que tu en sais tellement. Tu en sais tellement et en termes d'outils, parce que, du coup tu utilises des outils, bon, tu viens d'expliquer que c'était pas forcément fameux, mais je suis arrivée dans le truc et de toute façon je sais que tu utilises, des outils donc en termes d'outils, qu'est-ce que tu utilises au quotidien pour, t'organiser? Alors écoute, toi, tu es devenue la queen de Notion. Donc tu vois, bah, j'utilise, Notion et c'est vrai que j'aime beaucoup Notion et même sur le plan perso, tu vois? Pour mes budgets, mes trucs comme ça, j'utilise Notion. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Notion. Pour m'organiser, il y a WhatsApp, tu vois? Je trouve que pour parler, c'est fluide, j'adore faire des vocaux. Alors je sais qu'il y a des gens qui détestent écouter ça, mais j'avoue que moi j'aime bien. En outil d'organisation, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Après forcément, tu as tout ce qui est, bah, Dropbox et cetera, Calendly aussi pour tout ce qui est, créneaux, réservation, coaching. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, majoritairement, je pense que ça tourne autour de Notion. OK. Oui, Notion de toute façon, c'est un outil tellement complet que finalement, prise de notes, suivi, tableau de bord, gestion de projet, gestion d'équipe, tout se retrouve en fait finalement sur Notion et voici la responsable pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire que j'ai quitté la team Trello. Voilà, c'est elle, la responsable, en fait. Et depuis que j'ai commencé à bosser avec elle, elle m'a lancée sur Notion et j'ai craqué. Donc maintenant, vous savez qui est responsable, de tout ça. Voilà. Je suis désolée les amis! Et du coup, c'est vrai que tu nous as dit que tu avais pas forcément d'habitude, particulière, mais à quoi ressemblerait une journée idéale pour toi? C'est vrai que tout le monde n'est pas, toutes tes journées ne se ressemblent pas, mais si ta journée idéale, tu sais, où tu serais au top de ta productivité, comment tu l'organiserais? Quelle activité tu mettrais le matin, le soir? Voilà, c'est quoi une journée idéale avec toi? Alors, la journée idéale, écoute, ce serait, je me lève le matin, bon, je déjeune, tout ça, je vais faire du sport, tu vois? Ma séance de sport. Après ça, je me prends un moment cocooning, soit chez l'esthéticienne, soit chez le coiffeur. Vous imaginez bien que j'y vais pas tous les jours, j'y vais aller, 1 fois par mois, mais on a dit journée idéale. Donc, tu vois, je mettrai un moment cocooning. Après, je me ferai un déjeuner avec, une amie entrepreneuse ou une amie, tout court. Et puis après, justement, je me ferai des coachings parce que j'adore ça, l'échange, tout ça, donc ce serait vraiment cool. Donc, on va mettre un ou 2 coachings, tu vois, l'après-midi. Et puis, je terminerai parce que je suis moins du matin que du soir, hein, on s'en rend compte là, tu vois, forcément. Oui! Et puis, je terminerai avec, je dirais 2 heures un peu de CEO, hour, en gros, vraiment pour bosser sur mon business, pour me projeter, pour me demander ce que je veux, et cetera. Et puis après, je retrouverai mon chéri, tu vois, pour passer la soirée. Voilà à quoi pourrait ressembler une journée idéale. C'est une très belle journée. J'aimerais bien, m'arrêter sur le CEO Hour. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, déjà? Et quelles sont les tâches? Qu'est-ce que tu fais durant ces heures de CEO? Parce que je trouve ça intéressant puisque quand on est entrepreneur, on a tendance à tout le temps être, dans son business finalement et j'imagine que ce CEO Hour, ça te permet de prendre, de comment dire? D'avoir une vision plus, globale de ton entreprise, de tes projets. Donc qu'est-ce que tu mettrais dans ces heures de CEO hour? Bah, tu vois, c'est vraiment me dire: «OK, où est-ce que j'ai envie?» Alors, il y a une partie, comment dire? Très économique dans le sens: «OK, quels sont mes objectifs? Et est-ce que les stratégies mises en place, en fait, bah, fonctionnent et me permettent ou pas d'atteindre mes objectifs?» Avec un réajustement si jamais il y avait besoin ou juste la validation que le process mis en place, fonctionne. Et après, il y aurait cette volonté de se dire: «OK, si cette case elle est cochée,
quelle est la suivante et qu'est-ce que je veux pour mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment sur un plan économique. Et après, en termes d'offres, ce serait aussi parce que moi, j'ai toujours besoin de me renouveler pour, comment dire, pour rester en éveil et stimuler, me dire, OK, soit dans mes offres actuelles, comment est-ce que je peux étoffer mon offre actuelle ou comment est-ce que je peux permettre une transformation encore plus rapide, encore plus profonde, encore plus concrète, par exemple, à mes coachés, ou alors, finalement, à quel besoin je ne réponds pas alors que je sens chez eux qu'il y en a un et qu'est-ce que je pourrais proposer. Donc, ce serait vraiment sur ces deux pans. Bah, moi, je vous recommande, je rebondis sur ce qu'elle nous partage pour vous recommander, si vous ne le faites pas encore, au moins un petit créneau hebdomadaire ou alors, dans le pire des cas, un créneau mensuel pour justement prendre le temps de faire ces points-là parce que tout ce que tu viens d'évoquer, finalement, c'est ce qui contribue à mettre en place une démarche d'amélioration continue. Tu vois, j'ai fait un épisode de podcast dessus, je me rappelle plus du numéro de l'épisode, mais je vous le mettrai dans les notes du podcast. Le fait de s'appuyer sur les données existantes pour finalement être dans une démarche d'amélioration continue. Et pour ça, tu es obligé d'un un moment de sortir de tout ce qui va à grande vitesse, tes actions du quotidien, et regarder, analyser tes résultats pour continuer à améliorer ce que tu fais. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant. Donc, on commence à arriver sur la fin des questions. J'ai une question qui peut être un piège pour moi, parce que peut-être que tu sortiras quelque chose que je conseille à mes élèves, mais c'est qu'est-ce qu'on t'a déjà conseillé en termes d'organisation, gestion du temps, productivité, qui n'a soit jamais fonctionné pour toi ou que tu trouves un peu bullshit? Que je trouve un peu bullshit, qui n'ait jamais fonctionné. Euh, Parce qu'en fait, si tu veux, en tête, j'ai que quelque chose qui fonctionne et que j'applique. Mais alors, attends, un truc qui n'est jamais fonctionné. Ou Euh, alors un truc que tu entends, tu sais, sur la gestion du temps, etc., et que certaines personnes pourraient laisser paraître comme étant une injonction, que si tu ne fais pas ça, tu sais, tu n'es pas organisé ou tu ne seras pas efficace. C'est un peu, je pose cette question pour un peu dénoncer ça parce que dans ma vision, ton système d'organisation, il doit vraiment te correspondre et il n'y a pas de formule magique comme on pourrait l'espérer. Et du coup, je suis toujours intéressée à avoir des contre-exemples. Tu vois, par exemple, je sais pas, le Miracle Morning, c'est typiquement un contre-exemple où il faudrait se réveiller tous les jours à 5 heures pour réussir. Tu vois, un peu des trucs comme ça. Après, ouais. si tu n'as rien, c'est pas très grave non plus, hein, t'inquiète pas. Si, il y a pas mal de choses, tu vois. Effectivement, si on démarre avec ça, le fait de se lever très tôt, tu sais, il y a ce fameux livre, c'est Robin Sharma qui l'a écrit, se lever à 5 heures du matin pour appartenir au cercle des entrepreneurs qui se lèvent tôt. Puis on a cet adage, hein, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je me lève pas si tôt que ça, en fait. Moi, je vais me lever aux alentours de 7h, 7h30, donc on est quand même loin des 5 heures. Et souvent, je me suis dit, ce serait bien, mais j'arrive clairement pas. Et je me rappelle une fois dans un podcast d'Aline, il y avait un Canadien en fait qui disait que lui, il se levait toujours entre 10 et 11 heures. Et du coup, je m'étais dit, Ok. ah comme quoi. Et puis forcément, il était successful. Donc je me disais, comme quoi, on peut même se lever très tard et puis avoir du succès, comme quoi c'est possible. Donc je te dirais qu'il y a ça. Et puis tu sais, après, il y a beaucoup d'écoles qui disent, alors certaines disent, ok, tu peux mener 3 grands objectifs, d'autres qui te disent, non, tu peux courir qu'après un objectif, d'autres qui te disent, bah non, tu peux courir après plein d'objectifs. Enfin, tu vois, il y a plein d'écoles autour de ce nombre d'objectifs. Et finalement, je me dis, c'est beaucoup une question d'interprétation de c'est quoi pour toi un objectif. Et puis, ok, travailler c'est important, mais faire attention justement à ne pas s'asphyxier lorsqu'on travaille trop. Et que parfois, justement, basculer sur un objectif, alors s'il reste adapté, bien sûr, hein, à ce que tu dois faire, sur un autre objectif, ça peut être bien parce que ça te permet de prendre du recul, prendre de la hauteur, et puis t'oxygéner pour mieux repartir finalement sur le premier. Donc voilà, je dirais juste que c'est plus une question de sensation, ça, que le fait qu'il faille vraiment en avoir 3, en avoir 5, en avoir 6 ou en avoir un, quoi. Ok, c'est très intéressant du coup. Et dernier, pour la fin, du coup, dernière question. Là, ça va être plutôt positif. Quel serait ton meilleur conseil en termes d'organisation, de gestion du temps? Enfin, celui qui t'aide le plus, une astuce, quelque chose que tu pourrais partager aux auditeurs qui pourrait les aider. Alors les amis, et pourtant vous le savez, pour moi aussi, ça n'est pas si simple, mais c'est avaler son crapaud en premier. Franchement, ils en entendent parler en plus. Donc, tu vois, le fait que ce soit répété par quelqu'un d'autre, Ah ouais. et on ne s'est pas concerté, les gars, je vous Oui. assure. Vas-y, parle d'avaler son crapaud. Ah ouais, en fait, forcément,
on a tous, souvent par jour, un gros morceau. Et c'est souvent ce gros morceau, tac, 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 qu'on a tendance à faire reculer dans la to-do list parce qu'on se dit, oh là là, il va nous falloir beaucoup d'énergie, il va falloir qu'on soit à notre max. Et en fait, sincèrement, j'essaye, alors je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois à 100%, mais j'essaye au maximum de démarrer ma journée avec mon crapaud parce que j'ai réalisé que derrière, finalement, ça nourrissait. En fait, une telle fierté d'être arrivée à bout de ce truc, soit qui me faisait peur, soit qui me faisait chier, que du coup, en fait, je sens que, je parlais tout à l'heure des niveaux d'activation, et bien avoir terminé cette tâche avant la fin de la journée, en fait, ça booste, ça augmente mon niveau d'activation et ça me rend encore plus productive et efficace sur le reste. Et c'est comme ça que finalement, j'arrive à plier plus que lorsque finalement, au fond de ma tête, traîne toujours l'idée que, ok, tu fais ça, mais tu sais très bien que tu dois faire cette tâche, tu sais très bien que tu dois faire cette tâche. Et finalement, je perds en efficacité. Donc, je dirais avaler son crapaud en premier. Génial. En tout cas, c'est un conseil que je valide parce que le crapaud, comme tu dis, c'est même pas tant se débarrasser de la tâche, tu sais, mais comme tu dis, on capitalise sur une énergie incroyable puisqu'on a affronté le pire. Et petit témoignage, moi, mon crapaud durant tout le challenge, c'était pas une tâche, mais c'était le sport parce que dans toutes les activités du challenge, moi, le sport, c'était vraiment quelque chose qui me semblait insurmontable. 20 minutes de sport, c'était terrible pour moi, je déteste. Et le fait de commencer toutes mes journées par ça, crois-moi que mon état d'esprit et mon énergie n'étaient pas la même, quoi. Tous les matins, j'ai affronté le pire, tu vois, dans ma tête. Et c'est vrai que j'avais une énergie différente et que ça me faisait du bien. Et d'ailleurs, j'ai continué du coup comme ça à le garder. Ouais, là, je garde ces habitudes-là. En tout cas, 5 séances de sport par semaine, tu vois, pour quelqu'un qui n'en faisait pas. Et surtout, j'ai réussi à en créer des habitudes et ça, je suis très fière de ça. Petite parenthèse, tu sais, sur moi. Ah franchement, tu peux parce qu'en plus, tu sais, il paraît que passer 2 à 3 séances de sport, comment dire, par semaine, on passe dans la catégorie sportif accompli. Donc, tu vois, tu fais partie, Marielle, des sportifs accomplis aujourd'hui. Un immense Tu big up. sais, tu sais, je me demandais si je pouvais dire maintenant, quand on me pose la question, est-ce que tu es sportive? Est-ce que je peux le dire? Merci Sephora. Merci, tu viens de confirmer que je pourrais avoir cette nouvelle étiquette. Ah là là, je suis émue, vraiment. Merci beaucoup. Mais écoute, on arrive à la fin de l'épisode, mais c'est pas encore fini puisque j'ai l'habitude de faire une petite session de questions flash où tu dois répondre le vite possible des fois, tu as des réponses à faire et parfois ce sont des choix. Donc, est-ce que tu es prête? Je suis prête, Marielle. Ok. Matin ou soir? Soir. Papier ou digital? Papier. Lève tôt ou lève tard? Lève tôt. Je vais comme dans les lève tôt. Ta plus grande qualité? La générosité, je pense. Ton plus grand défaut? Oh, l'impatience. Le dernier livre que tu as lu? Bonne question, c'était la Bible de la PNL. Ah oui. Une mauvaise habitude à éliminer? Être trop optimiste et du coup, je suis souvent en retard. Je cale trop de choses à faire et je suis en retard. Ton application préférée? Mon application, Instagram. C'est je n'ai pas honte, ça va. La personnalité qui t'inspire le plus? La personnalité qui m'inspire le plus, je te dirais en ce moment David Laroche. C'est mouvant, D'acc ça bouge, mais David Laroche. Je trouve qu'il a vraiment un art du coach. Ah non, en fait, attends, je peux rectifier? Vas-y, Ok. rectifie. En fait, je te dirais, tu sais quoi? Et c'est pour ça que je dis David Laroche. C'est parce que mon mentor, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est Léonard de Vinci. Parce que je trouve qu'en fait, il a vraiment voué, en gros, son temps à une étude hyper précise, finalement, du corps humain. Et que pour ça, il passait justement par une multitude de disciplines et d'approches. Et il est fascinant. C'est vrai que tu me parles souvent de lui, Léonard de Vinci. D'accord, mais ça peut être 2. Allez, je vais garder les 2, je Ok. pense. Et l'une de tes citations préférées, pour terminer? Euh, Je dirais que, alors j'ai plus le proverbe exact en tête, mais que en fait, on ne peut réaliser que ce qu'on imagine, et qu'en fait, c'est vraiment pour ça que imaginez grand, voyez grand, et c'est vraiment la condition qui permettra de concrétiser tous ces rêves et surtout ne jamais les lâcher. Super, je trouve que c'est un très beau mot de la fin et je te remercie vraiment parce qu'on a eu un superbe échange. Est-ce que tu veux, alors d'abord, non, où on peut te retrouver? Déjà, premièrement, avant de te dire au revoir, où on te retrouve si jamais, voilà, on veut en savoir plus sur ta nouvelle activité?
où on te retrouve? Alors, sur Instagram, du coup, sur @luxeimpulsion, sur les podcasts. Les podcasts, je te remercie encore pour ce que tu en as dit. Donc, Libère ton leadership sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, sur mon site internet, luxeimpulsion.com. Voilà, donc tout Luxe Impulsion et puis le podcast Libère ton leadership. Bah écoute, merci Sephora pour ton temps, c'était un superbe échange. Je ne sais pas si tu veux dire un mot de la fin avant de partir. Eh bien, Marielle, j'aimerais te remercier, toi, pour tout et pour ce depuis déjà un certain nombre de mois, pour nos partages, pour ton écoute, pour ton travail précieux aujourd'hui, pour ton invitation aujourd'hui et justement pour croire avec moi et concrétiser justement l'avenir de Luxe Impulsion ensemble. Mille merci. Avec plaisir. Au revoir Sephora, merci encore. Salut Marielle. Donc voilà, nous voici à la fin de cet échange avec Sephora. J'espère qu'il vous a plu. C'était en tout cas un super moment pour moi de pouvoir échanger avec elle. Et comme promis en début de cet épisode, nous allons faire le point. En tout cas, je vais relever de cet échange 3 points que, en tout cas, moi, je retiens. Vous allez me dire si vous avez retenu autre chose. Bien sûr, il y avait énormément d'informations. Mais je vous partage, voilà, les 3 clés que je retiens, moi, de cet échange avec Sephora. La première clé, elle en a parlé un peu brièvement, c'est peut-être pas ce qui vous a marqué, mais en tout cas, c'est par rapport à son déclic. Le fait que le déclic qu'elle a eu, qui lui a permis et qui lui permet encore aujourd'hui de se donner à fond dans tout ce qu'elle fait, c'est de réaliser qu'à la fin de la journée, elle souhaite être fière et avoir vécu, en fait, sa vie à fond. Et ça, c'est quelque chose d'assez essentiel parce que des fois, on se retrouve dans une routine, une sorte de monotonie et on n'a plus l'impression que chaque jour compte. Mais en fait, en échangeant avec elle, je me suis encore rappelé que chaque jour compte et que finalement, c'est de notre responsabilité de faire en sorte que chaque jour compte en planifiant des choses avec lesquelles nous sommes alignés, en étant dans notre mission de vie, en décidant de poser des limites et d'avancer en fait vers tout ce qui nous tient à cœur. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a parlé. Deuxième clé, c'est l'importance de la clarté dans la tête avant même tout ce qui est lié à l'organisation pure et dure sur les outils. Comme vous avez pu voir dans l'échange avec Sephora, elle a expliqué clairement que pour elle, l'organisation c'était surtout dans sa tête, que tout était clair pour elle, tout ce qui était prioritaire était clair dans sa tête et que du coup c'était tellement limpide que finalement c'était pas le plus important pour elle d'avoir une retranscription formelle de ce système d'organisation qu'elle avait déjà dans sa tête. Et ça vient rejoindre quelque chose que je vous ai déjà partagé récemment sur mon épisode où je parle du système d'organisation, c'est qu'un système d'organisation, ça va au-delà d'un outil comme Notion ou Trello ou d'une to-do list, c'est vraiment gagner en clarté d'abord dans sa tête et avoir des habitudes clés, des éléments clairs, des objectifs clairs, une vision claire, des priorités claires. Et avec juste ça, comme quoi, c'est possible d'avancer, donc l'importance de la clarté. Et ensuite, troisième élément que je souhaitais partager avec vous par rapport à cet échange, c'est l'impact du facteur énergie et du facteur émotionnel sur notre efficacité. C'est vrai que j'ai déjà un peu parlé de l'énergie, mais le facteur émotionnel, j'en parle pas souvent. Et comme on a pu le voir avec Sephora, donc qui est aussi préparatrice mentale, donc c'est son cœur de métier, le facteur émotion a un impact direct sur notre niveau de performance, notre niveau d'efficacité. Et je trouvais intéressant de le souligner. Donc avant de passer à l'action, faire un petit checkpoint finalement de dans quelles conditions on est en termes d'énergie et en termes d'émotion pour finalement se mettre dans des conditions qui vont être favorables et nous aider à performer. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à le faire savoir en le partageant ou en le notant sur Apple Podcast. Ça permet au podcast d'être découvert et mieux référencé. Donc merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao ciao!